Salut, bienvenue sur Mediapart. La loi immigration de Gérald Darmanin a été rejetée à l'Assemblée nationale après une alliance de la gauche, de la droite LR et du RN. Défaite personnelle pour le ministre de l'Intérieur, choc dans la Macronie, mais cette loi, elle revient par la petite porte ce lundi et dès mardi. L'Assemblée pourrait voter une version encore plus dure, inspirée du texte déjà très à droite du Sénat. Situation politique à haut risque, d'abord, bien sûr, pour le droit des étrangers et des sans-papiers. Nos invités sont 3 députés et un grand spécialiste des questions migratoires. C'est à l'air libre, l'émission d'actualité et de débat de Mediapart. Par une sorte d'ironie, lundi 18 décembre, c'est la journée internationale des migrants. Et c'est aussi le jour où va se réunir la commission mixte paritaire composée de 7 sénateurs et 7 députés qui va examiner à huis clos la loi sur l'immigration. Dans ce cénacle, la gauche sera largement minoritaire. Et la base de discussion, ce sera le texte qui a été voté par le Sénat dans une version très dure. Un texte dénoncé par de très nombreuses ONG, le Médecins du Monde, le Secours catholique, la CIMAD, mais aussi par l'UNICEF, dénoncé aussi par la défenseure des droits Claire Hédon, qui parle de graves atteintes aux droits des étrangers. Qui gagne, qui perd dans cette affaire? Les étrangers ne sont-ils pas les premières victimes d'un débat sur l'immigration toxique où c'est l'extrême droite qui a imposé ces thèmes? Avec nous aujourd'hui, Benjamin Lucas, député écologiste des Yvelines, bonjour. Bonjour. Elisa Martin, députée LFI de l'Isère. Cécile Riac, députée En Commun à Parenté Renaissance du Val d'Oise. Voilà. Et Ilyes Ramdani, journaliste politique à Mediapart. Salut Ilyes. Dans un instant, nous rejoindra François Héran, professeur au Collège de France, un des plus grands spécialistes français, évidemment, sur les sujets migratoires. Mais d'abord, si vous le voulez bien, on va revenir sur ce vote lundi dernier à l'Assemblée nationale. Gérald Darmanin monte à la tribune pour défendre le projet de loi qu'il tente de faire passer depuis un an. La maîtrise des flux migratoires, la difficulté de lutter contre l'immigration irrégulière, l'accroissement des moyens donnés aux préfets, aux agents de préfecture, aux magistrats, aux forces de l'ordre, est un débat essentiel. Refuser le débat, c'est refuser ce que demandent les Français. Benjamin Lucas, vous prenez à votre tour la parole pour défendre ce qu'on appelle une motion de rejet. Plusieurs groupes en avaient déposé une. Les écologistes ont été tirés au sort pour défendre la leur. C'est vous qui vous y collez. C'est bien là le seul objet de cette motion. Oui ou non, le gouvernement peut-il obtenir, in fine, les voix nécessaires à l'adoption de son projet? Chacune et chacun ici connaît la réponse. Et la réponse, elle se précise juste après. Le RN annonce qu'il va rejeter le texte. Tout le monde sait que le Rassemblement national combat avec détermination la vision sans frontiériste et immigrationniste de la NUPES. Ceci étant rappelé, parce que votre loi va aggraver la situation migratoire de notre pays. Votre temps est écoulé. Merci beaucoup. Temps dépassé, micro coupé, mais c'est un non. Et puis le groupe LR, qui a beaucoup tergiversé ces dernières semaines, ces derniers mois, finit par donner lui aussi son verdict. Ce texte permettra un droit à la régularisation et entraînera des régularisations massives. Ça, nous ne pouvons pas l'accepter dans l'intérêt de notre pays. Alors oui, monsieur le ministre, le débat doit se poursuivre. Il doit se poursuivre, mais sur la base du texte de fermeté proposé par le Sénat. C'est le sens de la motion de rejet que nous soutiendrons. Et puis arrive le moment du vote. Voici le résultat du scrutin. Votant 548, exprimé 535, majorité 268, pour 270, contre 265. L'Assemblée nationale a adopté. En conséquence, le projet de loi est rejeté. Gérald Darmanin abasourdi, joie sur les bancs des oppositions. Et à gauche, on entend un cri qui monte. Démission! 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 Benjamin Lucas, Elisa Martin, vous êtes député de la NUPES. On voit la joie des députés de la NUPES. Mais 3 jours plus tard, Gérald Darmanin est toujours au gouvernement. Sa démission proposée a été refusée par Emmanuel Macron. Et une CMP où la gauche sera minoritaire, je l'ai dit, aura lieu dès lundi. Est-ce que c'est pas une victoire parlementaire, ce qui risque de se transformer très vite en défaite politique?
Pardon, Benjamin, ça n'est pas notre point de vue, pour la simple et bonne raison que nous considérons qu'à cette étape, nous avons fait échec à une loi qui s'attaquait tous azimuts aux droits des étrangers, quel que soit le droit qui était visé. Et ce qui a été révélé à cette occasion, c'est qu'une majorité autour de ce texte est absolument introuvable. Et la difficulté va se reposer, exactement, et la difficulté va se reposer de la même manière. C'est-à-dire qu'au fond, si le résultat de la CMP est un résultat qui est à l'image de ce qui a été voté au Sénat, je pense que du côté du groupe Renaissance, le compte n'y sera pas. Et si bien sûr c'était plutôt le côté, entre guillemets, Renaissance qui l'emportait, alors c'est du côté de la droite que le compte ne se fera pas. Donc non, je pense que nous avons gagné. Quant à l'avenir politique de M. Darmanin, qu'il reste ou pas au gouvernement, je pense qu'il a été scellé. Benjamin Lucas. Moi, je crois que cette motion de rejet, elle a obligé le gouvernement à faire en quelques heures ce qu'il comptait de toute façon faire en quelques jours. Puisque quand M. Darmanin est monté à la tribune de l'Assemblée nationale lundi, il a dit l'AME, on va en discuter. Il a dit le retour au délit de séjour irrégulier, on va en discuter. Et il avait prévu le soir d'être dans le 20h de M. Pascal Praud, ce qui n'est pas vraiment là où on va quand on veut, sur CNews, quand on veut témoigner d'un assouplissement quelconque. Donc la réalité, c'est que le gouvernement avait de toute façon prévu de durcir son texte. Et d'ailleurs, ce qui est sorti de la commission des lois, c'était un texte qui reprenait beaucoup de dispositions venues de la droite radicalisée au Sénat. Donc la petite musique qui consisterait à dire c'est à cause de la gauche qu'on va avoir un texte durci est quand même complètement farfelu. La réalité, c'est que maintenant, de la même façon que, mais c'est le gouvernement qui a choisi de passer d'abord par le Sénat sur ce texte. Donc s'il y a eu un texte horrible qui est arrivé devant l'Assemblée nationale, c'est parce que le gouvernement a choisi, ce qu'il fait quand même extrêmement rarement, de d'abord soumettre cette question au Sénat et donc à la droite radicalisée au Sénat. Donc là aussi, je crois qu'il faut remettre un petit peu, si vous voulez, l'église au milieu du village dans cette affaire. Et maintenant, c'est à la Macronie de prendre ses responsabilités, c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités. Et nous avons appelé au retrait pur et simple de ce texte. Et je dis d'un mot quand même une dernière chose, parce que vous avez dit il y a une alliance. Il n'y a pas d'alliance. Une motion de rejet, c'est un vote binaire. Oui, bien sûr. Oui, mais on vote oui ou non le rejet du texte. Moi, je prétends pas qu'il y a d'alliance entre les macronistes et le RN quand le RN vole à leur secours en permanence. D'ailleurs, M. Darmanin, qui nous a accusés de je ne sais quelle alliance, c'est lui qui, depuis 18 mois, et même depuis plus encore, a dit que Mme Le Pen était trop molle, reprend ses thèmes et ses termes et voire des pans entiers de son programme dans la loi, et c'est lui qui comptait sur le Rassemblement national. À vrai dire, d'ailleurs, Mme Hay, députée des Yvelines comme moi, a dit on vous servait le débat sur un plateau, c'est lui qui comptait sur le Rassemblement national pour sauver sa loi et obtenir un sursis. Donc pas de faux procès de ce point de vue-là. Nous, on a proposé le rejet de ce texte parce que le texte tel qu'il est sorti de la commission des lois, il était en contradiction complète avec à la fois ce que nous pensons sur le fond, évidemment de l'analyse qu'on doit faire de la société et des réalités migratoires, mais aussi qu'il était très dangereux pour un certain nombre de libertés, de droits. Elisa Martin l'a rappelé. Je parlais évidemment de conjonction sur un vote et pas d'alliance politique, bien évidemment. Céline Rilhac, vous êtes députée En Commun. Il y a 4 députés de En Commun à l'aile gauche, on va dire, de la Macronie. Quand Benjamin Lucas dit de toute façon on arrive plus vite au résultat qui aurait dû arriver, c'est-à-dire le gouvernement allait de toute façon durcir son texte, qu'est-ce que vous dites à Benjamin Lucas et Elisa Martin? Je ne suis pas d'accord parce que là vous nous avez privés, nous qui essayons de peser, mais vraiment aussi depuis 18 mois, justement sur un débat pour éviter qu'il se droitise. Nous sommes parfaitement conscients au sein de la majorité, tout le monde le sait, qu'il y a en effet une pluralité au sein de la majorité. Elle est composée comme cela de Horizon jusqu'au Modem, en passant par au sein de Renaissance. C'est pas En Commun qui tient la ligne politique, clairement. Et c'est pas En Commun qui tient la ligne politique, et c'est pas non plus les députés LR qui sont arrivés de l'autre côté chez nous qui la tiennent. Donc il y a toujours des équilibres à trouver. Ces équilibres-là, ils ont déjà été extrêmement difficiles à atteindre au sein de la majorité. Nous, il a fallu que nous fassions des concessions pour, justement, arriver à un texte sorti de commission qui était votable si jamais on en restait là-dessus. Avec, bien entendu, vous saviez très bien, on avait posé, nous, je crois au total, une 50aine d'amendements pour aller gérer, nous, sur les lignes plutôt à gauche. Donc vous leur dites quoi aujourd'hui? Moi, je dis que... Déjà, je vous remercie pas, parce que cette motion de rejet qui a été votée, en effet, par les LR et par le RN, nous prive de pouvoir affirmer, nous, certaines positions, et donc de pouvoir dire que ce
que nous portons depuis 2017, c'est-à-dire ce en même temps, c'est aussi à certains moments, je sais que c'est une difficulté conceptuelle de la part justement des hémisphères droit et gauche, mais nous en effet, quand vous parlez de fermeté et d'humanité, on pense qu'on peut tenir le debout. Et quand on écoute nos territoires, ces debout-là, on sait aussi qu'elles sont attendues. Donc on essaie de... Mais nous, on ne peut pas porter cette responsabilité. Moi, je crois qu'on ne peut pas être en même temps. Je prends un exemple qui nous parle à tous. L'aide médicale d'État. On ne peut pas être en même temps pour sa suppression au Sénat dans un avis de sagesse et pour son rétablissement à l'Assemblée nationale. Moi, je ne crois pas, j'ai jamais cru au en même temps, donc je sais bien qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Moi, je crois qu'on gouverne un pays avec une boussole, une clarté, etc. Et juste une chose, moi j'entends, je crois en votre sincérité. Mais pour quel résultat après une semaine de débat en commission des lois? Je prends l'exemple de la régularisation dans les métiers en tension. On est passé de, on va régulariser des gens qui travaillent dans des métiers en tension, ce qui est déjà quelque chose qui, moi, me pose un sujet. Moi, je suis pas pour faire des gens des variables d'ajustement économique. Mais passons. On est passé de ça à le compromis que vous avez voté en commission des lois, c'est quelques régularisations dans quelques zones géographiques, sur quelques métiers en tension, et pour une période expérimentale qui s'achèverait avant la fin du quinquennat. En vrai, franchement, c'est peut-être mieux que rien, mais c'est presque rien. Ilyes, venons un peu sur les aspects politiques. Tu as écrit plusieurs articles sur Mediapart depuis le début de la semaine. Une chose est sûre, pour Gérald Darmanin, c'est une défaite politique personnelle. Il s'est beaucoup engagé pour essayer de dégager des compromis et des votes finalement sur ce texte. Pour le gouvernement aussi, ça a un vrai impact politique. Ouais, c'est-à-dire que ce qui s'est passé au moment de la motion de rejet, c'est pas totalement anecdotique. Quand bien même, et on en parlera après, le texte qui aboutira ressemblera à celui peut-être qui aurait abouti dans une discussion classique. Pour Gérald Darmanin, il faut quand même se rappeler que ce texte, il en avait fait le socle de son capital politique, de sa feuille de route. Sur son bureau, c'est lui qui avait insisté pour que ce texte soit très haut dans la liste des priorités, y compris à un moment où Elisabeth Borne, par exemple, y croyait assez peu, faisait entendre une autre voix au sein de l'exécutif, c'est-à-dire on ne trouvera pas de majorité sur ce texte. Quelqu'un comme Aurélien Rousseau, qui est aujourd'hui ministre de la Santé, en interne, il a plutôt bataillé pour dire, quand il était directeur de cabinet de la Première ministre, pour dire on ne trouvera jamais de majorité sur ce texte. Donc il faut arrêter les frais. Emmanuel Macron a suivi Gérald Darmanin, et Gérald Darmanin en a fait son affaire, c'est-à-dire qu'il disait, y compris à Emmanuel Macron, c'est mon problème, je connais le Parlement, je suis un ancien élu de droite, je connais LR par cœur, je vais la trouver. Exactement, c'est mon affaire. Je vais la trouver, cette majorité. Donc pour lui, c'est un très très gros revers personnel. Et t'as dit aussi un tsunami à l'échelle du quinquennat, pourquoi ? Alors ça, c'est pour des raisons plutôt politiques. C'est-à-dire qu'au soir des législatives, on était déjà sur ce plateau, on avait dit à quel point cette législature paraissait impossible. Tout de suite, les macronistes, il y a eu ce soir-là, je me souviens, parce que toute la soirée, les macronistes, les députés, etc., étaient privés d'éléments de langage. Et quand ils nous répondaient au téléphone, ils nous disaient « je ne sais pas à quoi vous dire, parce qu'on n'a pas encore... on ne comprend pas ce qui se passe ». Et les éléments de langage qui sont arrivés très tard le dimanche soir des législatives, depuis l'Élysée, qu'est-ce qu'ils disaient ? Ils disaient « dites-leur aux journalistes que ça va bien se passer, qu'on va trouver des majorités, qu'on se fait confiance pour réussir malgré... La situation politique, à dégager des majorités. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, 1 an et demi après, sur les retraites et sur la loi immigration, qui sont les deux textes les plus emblématiques pour l'instant du quinquennat? Il n'y a pas de majorité et il y a l'impossibilité même de construire des majorités dès une motion de rejet préalable. Donc c'est pour ça que j'ai écrit qu'à l'échelle du quinquennat, ça traduisait quand même la quasi-impossibilité aujourd'hui de gouverner correctement ce pays. Qui a été effacé par le recours, parce que c'est vrai que ça a donné à penser cette affaire-là. Parce qu'au début, l'analyse que l'on fait de la situation, c'est cette affaire de majorité introuvable. Puis on a le sentiment que cette question est un peu mise en retrait, comme si on l'avait oubliée. Pour quelle raison ? Par le recours quasiment systématique au 49.3. Ah non, là je m'inscris en faux. Le 49.3, il est uniquement sur les budgets. Sur les retraites aussi. Et comme ça n'était pas possible pour des raisons politiques, mais aussi institutionnelles, du coup, cette affaire de majorité introuvable est remise au premier rang, et un des indicateurs de la crise politique permanente, avec des moments de tension et de pic dans laquelle est la Macronie. C'est vrai qu'elle a raison de parler de la cinquantaine d'autres textes, parce qu'effectivement, il y a eu des textes qui ont été votés et qui ont donné l'illusion au sein de la majorité que finalement, ça pouvait le faire. Mais quand on regarde la surface politique de ces textes, on se rend compte que dès qu'un texte est politique au sens le plus aigu du terme, ça ne passe plus. Donc ça passe sur des textes consensuels, sur des textes techniques, mais ça ne passe plus dès qu'il s'agit d'objets politiques importants. Et on ne peut pas faire 5 ans sans objets politiques
plus important. Cécile Rilhac, en effet, il reste 3 ans et demi. Votre collègue Caroline Janvier disait sur un plateau, c'est ce soir en l'occurrence il y a quelques jours, écoutez, je ne veux pas vous mentir, régulièrement on pense à la dissolution, on ne sait pas comment on va finalement, comment tous les 3 ans et demi comme ça durent. Est-ce que là il n'y a pas une crise? Est-ce que cet épisode-là, et après on revient au projet de loi immigration, ne révèle pas une crise politique majeure, avec quand même une difficulté là à gouverner pendant 3 ans et demi dans un pays traversé d'énormément de tensions et de questionnements politiques et d'urgences sociales et politiques? La dissolution, de toute manière, oui, mais c'est une arme aux mains, et j'utilise à dessein le mot arme, une arme aux mains du président. C'est lui qui choisira. Nous, aujourd'hui, ce qu'on dit au sein de la majorité, mais aussi c'est parce que je fais partie de cette majorité depuis 2017 et je sais très bien ce que c'est que de dépasser des clivages. Et ces clivages, je sais aussi la difficulté qu'ils ont à certains moments, justement, de dépasser des postures politiciennes pour aller au fond des choses, essayer de trouver des compromis. Et parce que ça oblige les uns et les autres. Comment vous faites pendant au moment, justement... Vous ne pourrez pas avoir des épisodes comme ça toutes les semaines. Et la difficulté maintenant pour nous, c'est... en effet, on ne peut pas avoir des épisodes comme cela toutes les semaines. Pour l'instant, on a eu un premier épisode qui a été les retraites. Nous en sommes aujourd'hui. Un second épisode qui est celui sur l'immigration. Et auquel on l'a toujours dit. Ce sont sur ces sujets-là où, en effet, la majorité, de toute manière, est divisée. On l'a toujours assumé, on a toujours eu ces débats en interne, d'une manière très ouverte. Maintenant, le fait est que des personnes, en effet, on va dire la fameuse aile gauche, puisque là on est plutôt entre nous d'ailleurs sur ce plateau. Je dirais que pour une fois c'est l'une de... Je me retrouve pour la plus à droite. Là je me retrouve la plus à droite, c'est bien ce que je dis. Voilà. Mais nous on tiendra notre ligne. Et moi, je ne veux pas aujourd'hui vous dire ici quoi que ce soit sur l'avenir. Moi, je sais la position que je tiens au sein de mon groupe, qui fait que je me suis opposée au niveau de mon groupe parlementaire pour dire, moi je ne vote pas, je ne donne pas un blanc-seing à un texte. Demain, j'attendrai de voir quel sera le contenu de la CMP. Et si en effet, ces lignes, il y a des lignes qui ne sont pas tenues, on votera contre. Moi, je suis convaincu que si nous étions dans une démocratie adulte, si les gens qui nous gouvernent étaient dans un rapport mature au pouvoir, on n'aurait pas parlé de crise politique. On aurait considéré que, comme les Français ont choisi de ne pas accorder les pleins pouvoirs et de majorité absolue à Emmanuel Macron le 19 juin dernier, il arrive que des votes soient perdus quand il n'y a pas de majorité, et personne n'aurait appelé à la démission du ministre de l'Intérieur. Parce que ça se passe comme ça dans une grande démocratie adulte, apaisée. Et bien, quand on n'a pas de majorité, il arrive qu'on perde des votes. Et c'est normal. Mais on a un tel déni depuis le 19 juin 2022 de la part du président de la République et de ses gouvernements, un tel déni et une telle arrogance qui vient des 49.3 qu'en fait ils n'ont pas réalisé. C'est peut-être ça que nous avons déjà réussi à faire démocratiquement, et y compris dans le cheminement que nous avons collectivement pour savoir comment nous devons changer de République dans le moment dans lequel nous sommes. Peut-être qu'on a permis avec cette motion de rejet aussi qu'on prenne conscience de l'état d'immaturité démocratique dans lequel nous sommes. Et je pourrais parler de tout ce qui se passe au Parlement en ce moment, mais qui ajoute là-dessus. Oui, parce que ça va, l'immaturité démocratique égale. Comprennent que nous sommes dans une situation où les Français, souverainement, ont décidé de ne pas accorder de majorité absolue au président de la République. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. Arrive la commission mixte paritaire. Je vous donne la parole, Elisa Martin, avec François Héran dans un instant. Arrive la commission mixte paritaire pour faire le détail des 17 députés, 7 sénateurs. Alors, 5 Renaissance, 4 LR, et puis ensuite, et les suppléants. Vous, Benjamin Lucas, vous y serez pour les écologistes. Il faut un accord avec 8 personnes. Ça veut dire qu'en gros, si LR et Renaissance se mettent d'accord, il y a un accord. Qu'est-ce qui va se passer? C'est à huis clos. Est-ce qu'on sait si à la fin, mardi, il y a un texte? Alors, lundi. Lundi et mardi, on vote à l'Assemblée. Exactement. Donc c'est lundi 17h la CMP. Bon, il ne faut pas se cacher, ça se décidera avant la CMP. En entrant lundi 17h dans la salle dans laquelle vous serez. Ça se passe pendant qu'on parle, ça se passe pendant le week-end. Exactement. Il y a eu des réunions très vite à Matignon. Il y en a encore une aujourd'hui. Il y en a une nouvelle dimanche soir. Ils se sont donné rendez-vous tout à l'heure dimanche soir. Et le plus probable, cet extrait va peut-être très mal vieillir vu la législature et ses soubresauts politiques. Mais le plus probable aujourd'hui, c'est que lundi, en entrant en CMP, il y a déjà un accord qui a été ficelé entre LR et la majorité. Des deux côtés, il y a eu des lignes rouges où la majorité a dit nous, on tient par exemple au retrait de l'AME, on tient sur le code de la nationalité, est-ce qu'il n'y a pas de remise en cause du droit du sol. Il y a eu vous m'arrêtez si je me trompe, mais il y a eu ces lignes rouges fixées en réunion de groupe hier. Du côté de LR, il y a aussi des sortes de totems. L'objectif, et c'est Elisabeth Borne vraiment qui a repris la main, donc c'est des négociations à Matignon, à huis clos, avec Elisabeth Borne, qui est en première ligne là-dessus. Gérald Darmanin qui est un peu spectateur de ces discussions et les différents cadres du Parti Les Républicains. Et aujourd'hui, on se rapproche, on est quasiment de ce que l'on sait à un accord sur un texte qui sera donc
approuvé en CMP, puisque les représentants de LR sont les représentants de la direction de LR. Donc, a priori, il y aura un accord LR majorité en CMP lundi soir. En commission mixte paritaire. En commission mixte paritaire, ça, tout à fait. Tu fais bien de... Voilà. C'est pas forcément connu de tous les gens qui nous regardent. Tu as bien raison. Par contre, la question, l'incertitude qui reste maintenant, c'est le lendemain. Quand ça va arriver à l'Assemblée nationale, le lendemain. Est-ce que la majorité et LR trouvent une majorité sur ce texte qui aura été approuvé en commission mixte paritaire? Une semaine après ce qu'on a vu, ce qui s'est passé sur la motion de rejet. Et c'est pas sûr pour deux raisons. D'une part, c'est qu'à la gauche de la majorité, il y a un certain nombre de députés, dont vous êtes, qui disent si le texte ressemble trop à celui du Sénat, on le votera pas. À Matignon, ils évaluent que pour l'instant, ça concerne 3 ou 4 députés, dont vous faites partie. Certains disent attention parce que finalement, on est plutôt 20, 30, 40... et on peut vous faire échouer sur ce texte. Et du côté de LR, vous acquiescez. Il y a 60 députés LR, et du côté de LR, il y en a 10, 20, peut-être un peu plus, qui disent attention, parce que nous, on n'est pas prêt à toutes les concessions que la direction du parti fait. Donc l'incertitude aujourd'hui, elle est plutôt sur mardi. Merci beaucoup, Ilyes. François Héran va te rejoindre. Élisa Martin, vous vouliez ajouter un... Non, mais je voulais simplement dire ou redire, je ne sais pas, qu'il y a eu une commission des lois qui s'est tenue tout au long d'une semaine. Nous avons travaillé 48 heures sur 3,5 jours, si on enlève les moments où il se passait d'autres choses, en particulier dans l'hémicycle. Donc, il y a eu débat à l'Assemblée. Je pense qu'on doit redonner aux commissions et donner aux commissions toute leur place. Et de surcroît, on a bien vu quels étaient les points durs. Et on a bien vu que sur un certain nombre de sujets, l'abaissement des protections, par exemple, que l'on doit, de notre point de vue, aux personnes qui veulent venir dans notre pays et qui ont souvent de très bonnes raisons de vouloir venir, que bien souvent, ces questions-là n'étaient pas dénouées en commission des lois, mais renvoyées à d'autres moments et des propositions donc, de rédaction qui seraient faites dans le cadre de l'hémicycle. Donc on sent bien que dès la commission des lois, on était bien dans une majorité introuvable. François Héran, vous nous avez rejoint. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Migration et Société, un des plus grands spécialistes, j'ai dit, des sujets migratoires en France. Dans votre livre « Immigration, le grand déni », paru au début de l'année au Seuil. Alors là, je le reprends, on va le voir s'afficher. Page 147, vous disiez, c'était en mars qu'il est sorti, vous l'avez écrit en janvier dernier, Gérald Darmanin venait de présenter son projet de loi, et vous disiez « Si les postures de principe devaient l'emporter à gauche comme à droite, les réels avancée du projet Darmanin-Dussopt, Dussopt on n'en parle plus, pourrait bien sortir essoré du débat et perdre toute signification. Le rapport des forces étant ce qu'il est, c'est bien à droite, et à droite toute, que se décidera le sort final du projet de loi. On y est. Ah oui. Il n'était pas nécessaire d'être grand clair pour faire cette prédiction, malheureusement, mais parce que tout le monde a bien compris qu'à l'époque, on discutait sur la question de savoir il faudrait couper le projet en deux, un projet de gauche, un projet de droite, ou au contraire les mettre ensemble, qu'il n'y aurait ni majorité de droite, ni majorité de gauche pour un tel projet. Et le rapport des forces est tel que, en fait, j'ai le sentiment, mais peut-être que les politiques me démentiront, que l'idée de soumettre d'abord le texte au Sénat et non pas à l'Assemblée nationale, ça consistait à dire mais il y a quand même une certaine sagesse, une certaine mesure au Sénat, puisque le rapport de François-Noël Buffet sur le contentieux des étrangers, Benjamin Leclerc, je pense qu'il est plutôt pour le droitiser. Oui, c'était un texte qui avait l'air plutôt technique, qui était assez proche d'un rapport du Conseil d'État antérieur, etc. Et donc Darmanin disait mais au fond moi je propose la même chose, donc je vais mettre le Sénat dans ma poche et puis ensuite on passera à l'Assemblée nationale. Il s'est complètement trompé, puisqu'en fait, le Sénat était extrêmement dur. Et des personnalités qu'on pouvait croire très mesurées, comme François-Noël Buffet, que je viens de... étaient durs parmi les durs. Oui, sénateur LR. Il sera dans la commission mixte. Et c'était vraiment, enfin, je l'ai dit, je le répète, les positions de la droite sénatoriale sont extrêmement proches, enfin, se sont complètement alignées sur celles du Rassemblement national d'il y a 10 ans déjà. Il y a une radicalisation de la droite. Une extrémisation absolument manifeste. Révèle. Sur ce que disait Ilyes, donc un accord, la possibilité d'un texte, et puis derrière, un vote à l'Assemblée nationale qui sera crucial. Vous, Cécile Rilhac, comment vous voyez les choses quelles sont vos propres lignes rouges? Il y a eu une discussion au sein du groupe majoritaire ces dernières heures, je crois. Vous avez été très peu de... En fait, l'écrasante majorité des députés du groupe...
présents, d'accord. Vous allez nous en parler. Du groupe Renaissance sont plutôt partis dans l'idée de faire un deal politique, en tout cas de trouver un accord avec les Républicains pour ce texte-là. Vous n'étiez pas d'accord avec ce deal politique. Quelles sont vos lignes rouges à vous et de celles, et combien sont-ils, des gens qui au sein de la majorité ne sont pas d'accord avec l'alignement ou une forme d'accord avec LR sur ce texte? Alors déjà, là, qu'on soit bien clair, là je parle en tant que porte-parole de En Commun, au sein de la majorité, mais pas au nom de tous mes collègues, bien entendu, du groupe majoritaire. Et notre analyse, c'est la même que la vôtre, depuis le début, de ce côté-là, c'est-à-dire, depuis le début, nous, on avait, sur même la première version du texte, dit « ce n'est pas tenable ». Nous, c'est un texte qui, pour nous, va trop loin. Quand, à l'issue des discussions, on a vu que le texte allait d'abord au Sénat, on a été, comme vous, les premiers à dire « mais pourquoi ?» On avait bien vu les élections sénatoriales arriver et il fallait. J'aime votre phrase parce que c'est ça, il fallait pas être grand clair pour savoir. Moi, je connais personnellement les députés LR du Val d'Oise. Je savais très bien qu'ils n'allaient pas en sortir un truc qui allait, en tout cas, dans le bon sens parce politique. Parce qu'on est bien d'accord, dès le départ, il y a un problème sur ce texte. C'est-à-dire que, par exemple, quand on revient à cette version du texte, la défenseur des droits, à l'époque, déjà, elle fait un texte très fort pour dire que ce texte est très dangereux. Voilà. Et le texte, y compris que vous défendez comme une position d'équilibre, il y a 5 jours dans le monde, elle parle d'un texte d'une gravité majeure pour les droits des étrangers. Oui, mais je ne vais pas m'appuyer sur les propos uniquement aussi de Claire Hédon, la défendeur des droits, parce que je les connais, et puis à certains moments, c'est ce que je vous dis, il y a un côté, et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a aussi, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous, un débat déconnecté du terrain. Et le débat déconnecté du terrain, il est aussi ce que nous entendons sur le terrain, c'est-à-dire sur nos territoires, où moi, en face, j'ai à la fois des concitoyens, je reçois, mais comme vous, certainement, dans votre permanence, à la fois des salariés et des patrons qui viennent me demander des régularisations pour des salariés à domicile, pour des employés dans des entreprises et puis là, c'est même pas catégorique. Mais de l'autre côté, sur mon territoire, j'entends aussi des gens qui me sortent des horreurs en disant, particulièrement depuis les émeutes et particulièrement depuis les attentats d'Arras, de dire, attendez, là, c'est plus possible. C'est-à-dire qu'il y a des discours qui infusent dans les médias, qui sont des discours complètement nauséabonds, qui relient tout le temps le travailleur étranger à quelqu'un de profiteur et à quelqu'un c'est ceux de Monsieur Darmanin. Et que nous, mais oui, moi ce que je suis en train de vous dire, c'est que je suis en train de vous dire que ce discours-là, il n'est pas partagé. Et donc, je réponds à votre question sur les lignes rouges. C'est vrai que pour nous, les lignes rouges, c'est qu'il nous faut un article à minima sur la régularisation, parce que c'était quand même a priori l'équilibre du texte. On avait déjà Florent Boudier avait déjà la régularisation de certains travailleurs dans certains métiers en tension. Et là-dessus, Benjamin Lucas, personnellement, s'il vous plaît, je suis pas non plus une fana des métiers en tension, le discours que je vous tiens. Mais voilà, nous en tout cas, on était prêts à aller sur ce discours-là. Mais par exemple, les autres lignes rouges, d'une point de vue très personnel, l'AME, par exemple. Mais ça, on n'en parle même pas. C'est puant, c'est toutes les horreurs. Non, c'est par exemple le retour du délit de séjour irrégulier. Oui. Même si là, on peut dire, on me dit au sein de mon groupe que j'ai des œillères idéologiques, pour moi, c'est pas des œillères idéologiques. Élisa Martin, vous vouliez répondre? Non, mais simplement, ce que je voulais dire, c'est que celui qui suscite aussi cette logique, xénophobe, c'est-à-dire que l'on superpose sans cesse l'image de l'étranger avec celui du délinquant, voire celui du terroriste, ça dépend un peu des faits divers, et le fait de Gérald Darmanin. Et c'est bien lui qui porte cette stratégie de dire, d'abord, on passe par le Sénat. Il se doutait bien qu'il allait obtenir ce durcissement. Donc il y a une forme de pompier pyromane dans tout ça. Et par ailleurs, sur l'affaire de la régularisation de quelques travailleurs, et on a encore reculé au sortir de la commission des lois, disons-nous les choses, c'est totalement anecdotique. On ne peut pas parler d'un équilibre du texte à partir de cet aspect, tant tous les autres aspects sont absolument catastrophiques. Et juste un tout petit mot repose quand même sur un mensonge absolu, d'où la dimension aussi de xénophobie, qui est l'idée selon laquelle la France ferait face à une vague de migration énorme. Tout ça, c'est faux. Et je pense que vous allez le prouver si nous n'en étions pas capables. François Héran, pardon. Arrive un texte dans 2 jours. Ilyes nous a dit l'incertitude politique, mais peut-être
que dans 2 jours, il y a un texte voté à l'Assemblée nationale. Déjà, est-ce que vous y croyez-vous? Et surtout, il contient, on en parle depuis tout à l'heure, une version très dure, ce texte. Voilà. Donc, est-ce que vous vous dites, vous, dans 2 jours, il est possible que des dispositions auxquelles, finalement, qui vous semblent potentiellement dangereuses, soient votées, soit deviennent la loi? Oui, honnêtement, je ne vois pas en quoi le rapport de force aurait changé d'ici 2 jours. Mais je voudrais dire sur les... Donc, ça veut dire que pour vous, la loi va être votée? Ah bah oui, la loi va être votée, elle va être encore plus dure que ce à quoi on pouvait s'attendre auparavant. Et c'est vrai que, enfin, je vais vous le dire franchement, je ne suis pas sûr que c'était quand même le résultat que la gauche voulait. Je prends les métiers en tension. Les métiers en tension, en fait, l'objet, et ça n'a pas été bien expliqué, c'est qu'il fallait, l'enjeu, c'était d'intégrer la circulaire Valls dans la loi, de faire en sorte que les régularisations ne dépendent plus du bon vouloir de l'employeur en amont et du bon vouloir du préfet en aval. Et ça, c'est un grand changement très attendu par toutes les associations qui s'occupent de ces dossiers. Donc vous dites, vous, là, on n'aurait pas dû faire la motion de rejet, la gauche aurait dû aller dans le débat et essayer d'obtenir des choses? Je ne vais pas parler à la place des politiques. Moi, je vous dis quel était le dossier précis. On n'a pas bien expliqué qu'en fait, il s'agissait de remplacer le au cas par cas, qui était une décision complètement discrétionnaire du préfet. Je rappelle qu'actuellement, un tiers des préfets n'appliquent pas la circulaire Valls, tout simplement. Soit par idéologie, soit par manque de moyens. Ils disent à leurs agents, occupez-vous des renouvellements de titres, mais laissez en souffrance tous ces dossiers. Et on a des dossiers qui, depuis 5 ans, des dossiers de demande de régularisation en titre de la circulaire Valls, qui sont toujours sans aucun début de traitement. Et c'est là que l'idée de réintroduire dans la loi, je rappelle que c'était une suggestion de Marilyn Poulain, la dame de la CGT, qui s'était occupée de ce genre de dossier de façon très pragmatique pendant 14 ans quand même. Donc il y avait une expérience derrière. Et le cabinet de Darmanin avait été convaincu. Bon, c'est tout un calcul, j'entre pas dans ce calcul, mais moi ce qui m'intéresse, c'est je ne me vois pas, je ne sais pas comment vous, par exemple, Monsieur Lucas, je m'adresse à vous directement, est-ce que vous allez trouver un travailleur régulier qui est là depuis 10 ans, dont la famille est déjà regroupée, il ne s'agit pas de faire venir de nouveaux venus, vous lui dites, écoutez, non, on ne vous régularisera pas, parce qu'on considère que vous êtes de la main-d'œuvre jetable, que vous êtes une variable d'ajustement, que sur cette vous êtes, etc. Et je trouve que là, il y a eu un déni, il y a eu un enfoncement par rapport aux attentes très très fortes. Moi, je suis en contact avec beaucoup d'associations sur le terrain, et là, ça y est, tout a été coupé. Benjamin Lucas, comment vous réagissez à ça? Parce que est-ce que si, alors peut-être, je sais pas. Le truc, c'est que petit à petit, on tout était contre. Élisa Martin, je vous donne la parole après, mais Benjamin Lucas. Peut-être que, d'abord, est-ce que vous croyez, vous, l'Assemblée nationale, à la fin voterait un texte même qui serait très à droite? Et par ailleurs, qu'est-ce que, dans ce cas-là, alors on ne fait pas de politique fiction, mais l'alerte de François Héran, c'est dire que dans ce cas-là, des dispositions extrêmement dangereuses seraient gravées dans le marbre. Mais d'abord, je veux dire 2 choses. Ou qu'on oublierait certains travailleurs. Je veux dire des choses. Moi, je ne suis pas spécialiste des migrations à la base, et je me réfère pour cela beaucoup à François Héran, qui m'a fait l'honneur de me donner ses conseils sur le fond, et dont j'ai lu l'essentiel des ouvrages ou des articles. Je l'encourage à faire confiance à l'analyse des parlementaires que nous sommes quand je vous dis et que j'affirme que j'ai une certitude à 100% que ce texte aurait été durci. Parce que quand il est monté à la tribune de l'Assemblée nationale, M. Darmanin était déjà en train de négocier la reddition en race campagne de la majorité présidentielle vis-à-vis de la droite radicalisée. Il avait commencé à le faire sur l'aide médicale d'État. Il avait commencé à le faire sur le délit de séjour irrégulier. Et honnêtement, sur la régularisation dans les métiers en tension, le pseudo-compromis issu de la commission des lois n'est vraiment presque rien. On parle de quelques petites régularisations. Le ministre de l'Intérieur lui-même a dit ce sera 5 ou 7 000 personnes. Donc ce sera marginal. Donc moi, je prends acte aussi que je ne suis pas dans la majorité. Sinon, effectivement, c'est pas du tout ce projet de loi que nous aurions fait avec mes collègues. C'est quand même 5 à 7 000 mais je vous dis, je rajoute une chose, et je rajoute un élément de fierté d'avoir obtenu cette motion de rejet, c'est que, vous l'avez dit, madame, tout à l'heure, chers collègues, nous sommes dans un moment où le débat public est englouti sous les thèmes et les termes de l'extrême droite, où il se développe dans la société un racisme, une atmosphère insupportable. Et moi, je crois que 15 jours de débat à l'Assemblée nationale, puissamment relayé par M. Darmanin, qui avait prévu, je le rappelle, d'aller chez Pascal Praud sur CNews le soir même, sans doute pour assouplir son texte. Bon, on voit bien pourquoi il y allait et quelle voie il allait chercher. Parce que la réalité, c'est que le débat public sur ce sujet, il ne permet pas de tirer les choses au clair. Pourquoi? Parce que les Français surestiment de 15 points la part des étrangers dans notre population. Parce que ça fait tellement d'années, y compris la gauche d'ailleurs, que nous sommes excusés d'être humanistes, que nous avons commencé par dire, c'était M. Fabius dans les années 80, que le Front National
nationale posait les bonnes questions sans apporter les bonnes réponses, qu'il fallait calculer ce qu'était ou pas la juste part de la misère du monde à accueillir et qu'on a renoncé à nos propres principes, à être nous-mêmes offensifs sur ces questions de l'accueil et de la fraternité, eh bien on s'est laissé submerger par l'extrême droite. Et le débat parlementaire tel qu'il est construit dans une assemblée, je vous conjure de l'entendre, avec 88 députés d'extrême droite, avec une majorité présidentielle très faible idéologiquement, c'est pas à cette collègue-là que je m'adresse, mais on a quand même en face de nous des gens qui considèrent que la gauche, la droite, les idées, les valeurs, tout ça n'existe pas. On aurait eu un débat dramatique parce que vous avez en face de vous des gens, le projet des Le Pen et une partie de la droite radicalisée depuis 30 ou 40 ans sur l'immigration, il est construit, hein. Il est très cohérent, il est très lourd. Et en face d'eux, une majorité présidentielle qui, pour quelques combines politiques, est objectivement prête à tout. Donc moi je prends acte aussi que dans notre position à nous, à 150, qui n'étions pas capables de faire la loi, qui ne sommes pas capables, il faut le reconnaître, numériquement, d'imposer au gouvernement des mesures qui, de notre point de vue, sont des mesures de bon sens, d'accueil et de fraternité. La seule arme à notre disposition, c'était le rejet, et ce sera demain le rejet, la censure, que sais-je encore, parce que nous ferons tout pour empêcher les mauvaises dispositions de cette loi, qui, de notre point de vue, sont beaucoup plus nombreuses que quelques maigres compensations. Moi, je ne crois pas d'ailleurs à l'équilibre humanité-fermeté. L'humanité, c'est un principe, c'est une valeur. La fermeté, c'est une attitude. On ne peut pas mettre les deux sur un pied d'équidistance. Et juste d'un mot, les résultats des politiques de fermeté, il n'y a que 2 résultats des politiques de fermeté depuis 30 ou 40 ans. C'est la 30e loi immigration en 40 ans. Elle est faite avec le même prisme idéologique que les précédentes. C'est plus de morts en Méditerranée, parce que plus on augmente les murs, plus les gens se fracassent dessus, plus d'argent dans la poche des passeurs qui indexent directement leurs tarifs sur les difficultés à passer nos frontières. Je crois qu'il fallait aussi avoir le courage de dire cela dans le débat. Je sens bien les critiques qui nous sont faites aujourd'hui. Nous avons pris nos responsabilités en posant cette motion de rejet. J'ai pris les miennes en la défendant. Je crois que nous avons raison de tenir bon sur ces valeurs. Élisa Martin, rapidement, ça veut dire que là, vous acquiescez depuis tout à l'heure. Ça veut dire, y compris quand j'ai dit est-ce qu'il y aura une loi ou pas, ça veut dire que vous, parce que la députée France Insoumise que vous êtes, si dans 3 jours, la loi qui est votée, c'est placer les mineurs étrangers de moins de 16 ans en centre de rétention administrative, limiter drastiquement le regroupement familial, interdire quasiment aux étudiants internationaux de venir, voire éventuellement la suppression de l'aide médicale d'État, c'est pas possible pour vous. Donc ça veut dire que vous êtes très confiant sur le fait que... Il ne faut pas inverser la responsabilité. Nous, on n'est pas Monsieur Darmanin, on n'est pas le Front National, etc. Mais ça veut dire que mardi... On est d'accord. Proposé de négocier avec le ministère non, mais ça, c'est très clair. Jamais nous avons proposé de construire une loi. Je vous pose la question. Ça veut dire que mardi, vous êtes confiante que mardi et les jours d'après, il n'y aura pas de loi? Ah oui, moi je n'y crois pas. Je n'y crois absolument pas, y compris pour des raisons de gestion de clientèle, pardon de parler de cette manière. La clientèle de Monsieur Darmanin, la clientèle de la droite dont Benjamin dit, et c'est pas pour rien, radicalisée, donc ça veut dire qu'elle se tourne très fortement vers le Front National. Mais non, bien sûr que non, chacun va continuer à gérer sa clientèle. Mais attendez, je veux quand même dire quelque chose. On ne peut pas troquer, parce que c'est un peu ça finalement qu'on nous proposerait. On ne peut pas troquer quelques régularisations qui seront marginales effectivement en nombre de par les dispositions. Je rappelle encore une fois que la commission des lois s'est réunie et donc a produit un résultat en échange, d'ailleurs, de tout ce qui vient d'être dit. Un durcissement sur le regroupement familial, un écornement encore supplémentaire sur ce qui nous tient à cœur, qui est le droit du sol, une dégradation majeure de l'accès à l'asile. C'est quand même un vrai problème. Déjà parce que là, extrêmement dégradé, François Héran, le document. Bien sûr, et là, ça touche l'identité du pays, la vraie identité de cœur. Je suis d'accord. Donc, c'est pas possible de troquer de cette façon-là. Je suis totalement d'accord sur ces points-là. Simplement, sur les régularisations, il y a ceux qui disent ce serait des régularisations massives, ce qu'on appelle l'air massive, puis il y a ceux qui disent ce serait juste quelques petits noms. Non, en fait, tout dépendait des paramètres qu'on allait décider, de la durée du séjour qui était nécessaire, de la durée... Attendez, s'il vous plaît, François Héran. Attendez, je pars du projet de loi initial qui laissait ça ouvert, qui ne disait pas exactement combien d'années de séjour étaient nécessaires, combien d'années de travail étaient nécessaires, et donc effectivement en fonction de ces paramètres, ça pouvait concerner 10 000 personnes, 15 000 personnes ou seulement 5 000. Je signale d'ailleurs dans le livre qu'à un mois d'intervalle, quand M. Darmanin prend la parole et ensuite M. Dussopt, dans les fameuses interviews en tandem au Monde et au Figaro, ça y est, M. Dussopt avait déjà divisé par 10 le nombre de régularisations possibles. Et j'avais alerté sur le fait qu'effectivement, dans ce cas, ça n'allait pas signifier grand-chose. Donc voilà. Cécile Rilhac. Les choses, elles ont été... Conclure. Cécile Rilhac. Pour conclure et pour revenir, parce que c'est vrai que je reviens sur les propos initiaux. Sur votre vote, s'il vous plaît, parce que du coup, ça veut dire que vous vous mettez dans la position de refuser... moi, je voterai contre une CMP si jamais, en effet, elle reprend beaucoup plus le texte du Sénat. Donc vous sortirez de la majorité ? C'est pas parce qu'on vote contre une CMP
que je sors de la majorité, de manière au sein de la majorité, tout le monde connaît ma position, puisque je suis l'une des rares à me mettre debout pour assumer devant tout le monde donc ça ma veut dire position. Que vous, donc les 4 d'En Commun et un certain nombre d'autres députés, d'après ce que vous dites, sont prêts à voter contre. On est prêt à voter contre si en effet ce texte ne nous convient pas. Moi je voudrais simplement revenir sur quelque chose qui est là où je m'inscris en faux, et c'est pour ça que quelque part je vous en veux d'avoir posé cette motion de rejet, pour nous avoir retiré le débat, et en plus de par ce que j'ai entendu le lendemain, c'est-à-dire où certains de vos collègues, pas vous de votre groupe politique mais d'autres, sont venus nous voir en nous disant on compte sur la majorité de gauche, mais pour justement retrouver quelques équilibres. Mais c'était foutu. Compte sur les consciences humanistes dans la majorité. Mais c'était foutu d'avance, vous nous avez complètement cisaillés, parce que ça fait quand même quelques mois où la main tendue, ma collègue Stella Dupont, dont nous avons voté les amendements, de la libération, avec les écologistes, avec les sénateurs, où nous avons essayé de discuter, où nous vous avons dit relâchez un petit peu vous aussi s'il vous plaît, parce que sur le terrain nous avons des associations qui ont besoin de ces régularisations, je vous le disais, mais moi j'ai quadruplé le nombre de demandes dans ma permanence sur mon département du Val d'Oise, sur des situations non seulement désormais d'étrangers en situation régulière, mais qui sont devenus aujourd'hui irrégulières parce qu'il y a des problèmes de discrétion du préfet. Et l'article, même 4 bis, nous permettait au moins de répondre à ces difficultés de terrain. Je ne vais pas laisser s'installer un faux procès. C'est pas un faux procès, c'est une réalité de terrain. On avance avec François. Pour notre part, en commission, sur l'article 4 bis, qui, je vous l'ai dit, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, et idéologiques et pragmatiques, voilà, sur la régularisation. Sur cet article-là, nous nous sommes abstenus avec un certain nombre de collègues pour le laisser passer, malgré un certain nombre de réserves. Et moi, je l'ai dit dès le début de cette discussion, la seule fois où j'ai été reçu par le ministre de l'Intérieur et par le ministre du Travail, qui était encore à l'époque dans ce débat, parce que c'est quand même compliqué d'expliquer que c'est aussi un texte sur le travail et un texte social, quand le ministre de porter ça, alors qu'il n'est pas très crédible auprès de la gauche, vous le comprendrez évidemment, mais enfin quand même, quand il n'est plus là. J'avais dit dès le départ que pour ce qui est de la position de mon groupe, sur le fameux article 3, qui concernait les régularisations, j'avais une opposition idéologique de principe, et j'assume que les idées comptent en politique, sur le fait qu'on fasse des travailleurs des exilés des variables d'ajustement économique, mais que tout ce qui permettrait des régularisations, je le soutiendrais. Ça veut dire que si nous avions eu le texte initial, qui n'est pas le texte sorti de la commission, qui a perdu toute forme d'équilibre, que de mon point de vue, le texte initial n'avait déjà pas. Mais si nous avions eu le texte initial, moi j'aurais sans doute voté pour l'article 3, tout en votant contre le texte, mais pour ne pas empêcher l'article 3 de s'appliquer. Mais encore une fois, le problème, c'est que on peut pas. Il y a une espèce de leurre dans tout ça. Vous savez, c'est que on nous montre, on nous agite à nous une carotte sous les naseaux avec quelques régularisations, et tout le reste, qu'a très bien rappelé Elisa Martin, passe à côté. Donc, encore une fois, le gouvernement avait une solution. C'était faire 2 textes. Moi, s'il y avait un texte uniquement sur la régularisation, on aurait pu le co-construire. Encore faut-il d'ailleurs qu'on nous propose de co-construire. Moi, le ministre de l'Intérieur ne m'a jamais proposé qu'on discute de telle ou telle chose. Donc j'ai, en tant qu'opposant politique, c'est ma responsabilité aussi vis-à-vis de mes électrices et de mes électeurs, le devoir de m'opposer à ce qui est une loi qui, par ailleurs, je le dis, dès son article 1er, reprend le grand fantasme de la submersion migratoire. Quand on dit qu'on va fixer des objectifs chiffrés, ça veut dire qu'on nie la réalité qui est que l'essentiel des migrations aujourd'hui se fait entre pays du Sud, que la France accueille moins que ses voisins, et que par ailleurs, elle pourrait accueillir davantage dans de meilleures conditions. François Héran, justement, vous plaidez, vous, dans votre livre, dans les précédents, dans tous vos travaux, pour une approche radicalement différente de ce qui a été finalement ce projet de loi, les discours autour de ce projet de loi et la façon dont on a fait des lois sur l'immigration en France ces dernières années. Vous dites un débat concret qui prenne au sérieux les enjeux migratoires. Et en effet, à l'extrême droite et à droite, dans la droite LR, Éric Ciotti a parlé... président des LR a parlé, y compris lui-même, de grand remplacement, qui est un mot qui vient de l'extrême droite la plus raciste, clairement. Est-ce que pour vous, là, il y a une rupture majeure, finalement? On voit bien, Cécile Dreyhac nous dit vous nous avez mis en difficulté. Elisa Martin lui dit mais Darmanin et le gouvernement eux-mêmes se sont mis dans cette difficulté. Mais nous sommes le Parlement. Il y a effectivement, enfin, d'ailleurs, certains de mes arguments, je les ai un peu retrouvés dans les discours d'un certain nombre d'orateurs au Parlement. Oui, le Sénat, enfin, m'a complètement suffoqué quand on dit on ne contrôle plus rien. C'est le chaos migratoire. Nous avons perdu tout contrôle, etc. Mais c'est totalement faux. Quand on regarde, c'est faux. Expliquez-nous. Ah, mais c'est totalement faux. Quand on regarde l'évolution de la migration à travers tous les pays européens et la position de la France, on occupe une position très moyenne. On a une progression des étudiants, certes forte, mais moindre que ce qu'on observe dans le reste de l'Europe. On a accueilli les exilés du Proche-Orient, du Moyen-Orient, mais alors à un degré
Là, on n'a pas du tout, on s'est défilé, on n'a pas du tout pris notre part. Notre part, ça aurait dû être quelque chose comme 14, 15, 16% des demandeurs de refuge ayant réussi à déposer une demande d'asile en Europe. On n'en a accueilli que 4 ou 5%, alors que l'Allemagne, c'était 50 ou 30% selon les nationalités. Aussi sur l'attractivité des prestations sociales que viendraient chercher les immigrés. Conclure une phrase, que si on votait au Parlement une mesure consistant à dire on va accueillir les personnes en fonction, très exactement en fonction de nos capacités d'accueil, c'est-à-dire au prorata de notre population de richesse, alors il faudrait augmenter et multiplier par 3 ou 4 le nombre d'immigrés qu'on accueille. Et alors l'attractivité, là, c'est vraiment, c'est saisissant. Et là, on a été très, très induit en erreur. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose de très toxique, c'est tout ce qu'a répété Fondapol, par exemple, par la bouche de Dominique Régnier, un think tank très proche. Qui a beaucoup inspiré la droite ces oui, derniers parce mois. que c'est une émanation de la droite à l'origine, hein, et qui a raconté que quand on compare l'ADA, l'allocation pour demandeurs d'asile en France, elle est plus élevée qu'en Allemagne, et puis on a le droit du sol, et puis on a toute une série de dispositifs. Et bien en réalité, non, la seule démonstration comme quoi on serait hyper attractif, c'est de voir comment les demandeurs de refuge et comment les migrants se sont répartis à travers les pays européens sur une dizaine d'années. Et là, nous ne sommes pas du tout... nous sommes très loin du compte. Mais Cécile Rilhac vous dit, moi j'ai une demande sociale sur plus de fermeté dans ma circonscription. Oui, mais qu'est-ce que vous en faites? Attendez. Non, c'est pas la même chose. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que du coup, là, vous m'avez troublé. C'est que du coup, nous sommes beaucoup moins attractifs qu'on ne le croit. On s'imagine, on se plaît à croire que nous sommes attractifs. En même temps, on se plaint de l'être. C'est complètement paradoxal. Et ce serait une vraie question de savoir pourquoi sommes-nous si peu attractifs. Ça, ce serait un vrai sujet. Et on a besoin d'étudiants étrangers pour ce qui est le rayonnement de l'influence de la France dans le monde et sa richesse. Alors, les étudiants étrangers, là, on a un paradoxe complet, puisque on a des institutions dites de la francophonie qu'on soutient, mais on fait tout pour que les étudiants francophones ne puissent pas venir parler le français en France. Et c'est quoi? C'est LR qui est déconnecté de la réalité, le RN, ou c'est finalement l'ensemble du champ politique qui a été qui se déconnecte, en tout cas. Je pense que la déconnexion des LR, c'est d'abord dû au fait que pour convaincre le noyau des militants et non pas les sympathisants dans leur primaire pour l'investiture à la présidentielle ou dans la lutte électorale pour la présidence du parti, il y avait cette surenchère interne. Quand il y en a un qui dit il faut un moratoire sur le regroupement familial, le suivant dit non, il faut suspendre carrément le... Et du coup, étant pris dans cette surenchère, qui est en même temps une surenchère avec le Rassemblement national, il ne regarde plus les données, il ne regarde plus les faits. Et ça vaut aussi sur les questions juridiques. Quand on nous raconte, par exemple, que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme nous oblige automatiquement, c'est ce que disait Éric Ciotti, à accepter le regroupement familial, c'est totalement faux. Ils n'ont pas lu la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui laisse une marge d'appréciation énorme sur ce sujet à tous les États, par exemple. Donc, quand on fait un fact-checking statistique d'un côté et un fact-checking juridique de l'autre, les LR sont complètement à côté de la plaque. Donc, on raconte de parler des vrais sujets. N'importe quoi, puisque ce discours-là imprègne beaucoup les médias ces dernières semaines et mois. On raconte n'importe quoi sur l'immigration, c'est ça que vous dites? On ne s'intéresse pas aux faits, on écarte les faits, on écarte la question des droits qui est également fondamentale, parce qu'on est dans cette surenchère interne, et donc du coup on a les limites de son cerveau social, si j'ose dire, son cerveau politique. Benjamin Lucas, vous voulez réagir? Oui, je partage totalement ce que vous venez de dire. Je pense que c'est encore plus profond que ça. Je pense que depuis des décennies, la question migratoire est le réceptacle de toutes les angoisses dans la société, parce que les périodes de crise sont propices à cela, on a besoin de trouver des boucs émissaires. D'ailleurs, dans le discours à l'Assemblée nationale, dans la motion de rejet, vous avez aussi parlé des difficultés sociales, bien sûr, et de l'augmentation des inégalités. Nos compatriotes vivent le déclin de notre pays, vivent un sentiment de déclassement profond. Regardez ce qu'est la crise sociale, dont on parle presque pas dans le débat médiatique du fait de cette loi immigration, mais qui est au cœur, pour le coup, des remontées de terrain. Il n'y a pas une personne qui franchit le pas de notre permanence en ce moment qui ne parle pas d'abord de sa difficulté à la caisse du supermarché. Et de fait, je reprends la métaphore, j'ai repris lundi dernier la métaphore du grand remplacement, cette théorie xénophobe dangereuse. Les Français, ils sont confrontés à un grand remplacement qui est celui des services publics par des privatisations, celui des êtres humains derrière des machines par des guichets, celui des commerces
commerce de proximité par des entrepôts Amazon, etc., etc. Et donc ça nourrit un climat d'angoisse et que, y compris d'ailleurs une partie de la gauche, ce qui a amené M. Hollande et M. Le Valls à se perdre dans la déchéance de nationalité et à finir dans les poubelles de l'histoire, c'est aussi qu'à un moment donné, une très grande partie de la classe politique, qui à mon avis est bien plus raciste que le reste de la population, en tout cas bien plus imprégnée par ces présupposés-là, s'est jetée dans des réponses faciles, hein, puisqu'on se croit incapable de répondre à la crise sociale, puisqu'on se croit incapable de créer un véritable choc social de partage des richesses et des pouvoirs, puisqu'on est incapable de penser l'école républicaine et que finalement, y compris à gauche, d'ailleurs à gauche comme à droite, depuis 20 ans, on répète des slogans et qu'on ne s'intéresse pas au fond de comment on remet des services publics, comment on reconstruit l'école, etc. Eh bien, on s'est fait plaisir finalement avec la question d'immigration. Et c'est extrêmement dramatique parce que ça donne, et vous le disiez, je termine par ça, une méconnaissance complète. Je le disais tout à l'heure, on est un des pays où la population surestime le plus la part des étrangers vivant dans la population. C'est-à-dire qu'on a une réalité migratoire qui n'est pas du tout celle qu'on nous décrit. Et encore une fois, je reprends l'exemple des étudiants étrangers, qui pour moi est parlant. Si on est attaché à la grandeur de la France, moi c'est ce que j'ai envie de dire aux Républicains, s'ils sont encore les héritiers du général de Gaulle, si on est profondément patriote, alors on a envie que son pays rayonne. Oui, les étudiants étrangers, l'essentiel, repartent dans leur pays. Ils réussissent mieux leurs études que les nationaux. Et ils rapportent, moi j'aime pas du tout les arguments économiques. Pour moi, l'inclusion devrait coûter bien plus cher que ce qu'elle coûte aujourd'hui. On devrait mettre beaucoup plus d'argent pour l'hébergement d'urgence, plus d'argent pour la langue. Mais la francophonie et Campus France ont tous les deux, Campus France qui fait une publicité du tonnerre pour attirer des étudiants étrangers, ont tous les deux dans leur mission, dans leur statut, la politique d'influence. Nous faisons partie de la politique d'influence. C'est formidable. Reste de la politique de grandeur du général de Gaulle. Des gens qui vont créer un lien affectif, économique avec notre pays, c'est quand même une chance incroyable, surtout dans un moment où la France, pardon, mais la parole de la France dans le monde, au regard de ce que sont les tergiversations du président de la République sur la scène internationale, de mon point de vue, perd un peu en crédibilité. Donc ces étudiants internationaux sont les meilleurs de nos meilleurs. J'ai été très choqué quand le sénateur Carucci avait expliqué devant les sénateurs qu'il avait parlé à un grand nombre de présidents d'université, qu'il avait tous dit qu'il y avait plein d'étudiants étrangers qui n'étaient pas sérieux, qui n'étaient pas là. Moi, j'enseigne à des étudiants étrangers, j'ai des étudiants de master, il n'y a aucune différence dans le comportement des étudiants étrangers et des étudiants français. Il y a contradiction là, par exemple, sur cette question des étudiants étrangers. C'est-à-dire d'un côté, on se réjouit d'attirer des étudiants étrangers et une partie du champ politique, y compris certains élus de la majorité, sont d'accord à un compromis pour les restreindre. Est-ce que là, comment vous répondez à ça ? Comment je réponds ? Mais moi, je défends depuis le début, de toute manière, cette partie-là incompréhensible du texte qui a été introduit, c'est sur les étudiants. Et ça faisait partie, et on s'était battu d'ailleurs sur l'apprentissage également. Là, on est d'accord sur ce point de vue-là. Moi, je voudrais revenir, parce que c'est l'un des problèmes de fond aussi de ce débat. Ouais. Parce que la preuve, c'est même nous, on part en fait sur la première partie du texte, et on parle rarement de cette deuxième partie. Cette deuxième partie, et c'est d'intégration par le travail, d'intégration par la richesse. Oui, arrivé un moment, je pense qu'en France, on ne dit pas assez que le travailleur étranger, l'étudiant étranger est une source de richesse, et pas simplement une source de richesse pécuniaire. Là-dessus, je pense qu'on se rejoint, mais aussi une source de richesse en termes de culture, en termes d'apport. La France aujourd'hui, moi je suis à la commission des affaires culturelles et d'éducation, je suis un petit peu spécialiste de certains sujets de haute technologie, particulièrement sur spatiale, on est obligé d'importer 25% de notre main-d'œuvre des pays étrangers parce que nous n'avons pas suffisamment chez nous de scientifiques, d'ingénieurs. Je ne vous parle même pas des secteurs de la médecine. Donc, arrivé à un moment, il faut aussi se dire que le fait d'accueillir, qu'ils soient réfugiés, qu'ils soient demandeurs d'asile ou que ce soit des demandeurs, de travailleurs étrangers qui viennent sur notre territoire, arrêtons de les stigmatiser en disant qu'ils sont pourvoyeurs de je ne sais quel, ils vont vouloir piller nos richesses. Non, c'est eux qui nous apportent des richesses. Non, mais je crois que dans le prolongement de ce qui a été dit par Benjamin Lucas, un des éléments qui permettent d'éclairer finalement ce qui apparaît comme une contradiction entre une réalité où effectivement la France est au 20e rang, par exemple, derrière la Pologne en ce qui concerne l'acceptation du statut de réfugié, c'est-à-dire de l'asile, quand en parallèle de ça, on nous parle donc d'une vague migratoire. Au fond, c'est une forme de loi de diversion ou de loi de division entre nous, au sein du peuple, entre ceux qui seraient là depuis longtemps et ceux qui viendraient d'arriver. D'ailleurs, je crois qu'on est quand même un peu tous démélangés, finalement. Parce qu'il me semble que c'est l'INSEE qui a dit ça. Un tiers d'entre nous ont au moins un de leurs grands-parents c'est-à-dire qu'il y a 31%. Qui est étranger, n'est-ce pas ? Non, attendez, il y a 31% de la population adulte qui est soit immigrée elle-même, soit enfant de 1 ou 2 immigrés, soit petit-enfant de 1 ou 2
à fait. Donc, c'est ce que nous sommes. Et en même temps, c'est ça qui est passionnant dans cette étude de l'enquête régionale d'origine, il n'y a que 5% de la population adulte qui a ses 4 grands-parents immigrés. Ça veut dire que dans l'intervalle, il y a un rapprochement, il y a des unions par mixtes, l'amour. et ça veut dire que les populations, contrairement à ce qu'on raconte, ne se séparent pas, mais se rapprochent. Évidemment, d'où le fait que nous soyons démélangés. Donc et c'est à mon avis ce qui fait la grandeur du peuple de France. Mais bon, et donc on est bien confronté à une loi de diversion et de division. C'est-à-dire que pendant qu'on discute de ces sujets qui sont des sujets très sérieux, bien sûr, et très graves, on ne parle pas de la crise écologique qui menace l'humanité, on ne parle pas de l'explosion des inégalités sociales qui sont quand même le fait du gouvernement Macron. Dernière question pour vous, Benjamin, Lucas, puisque ces épisodes de tensions politiques se traduisent par des tensions personnelles parfois, une série d'événements qui ne font pas la une de l'actualité, mais qui sont quand même importants, qui décrivent un climat. Cette semaine, vous avez demandé, dites-moi si je détrompez-moi, une commission d'enquête en parlant de corruption potentielle au sujet des démarchages individuels qu'aurait fait Gérald Darmanin pour faire voter sa loi. Gérald Darmanin a annoncé une plainte contre vous. Ce qu'il ne fait jamais, il me semble. On a appris par ailleurs que vous avez été sanctionné pour une raison que vous allez nous donner. Que j'ignore à cette heure. Si tu l'as compris, c'est ça le problème. Par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. J'ajoute que la présidente du groupe écologiste Cyrielle Châtelain a été insultée dans le cadre, selon ses propos, dans le cadre, je crois corroboré par d'autres personnes, dans le cadre de l'hémicycle, si je ne me trompe pas, par Jean-René Cazeneuve, député de la majorité, qui a lancé une insulte, une allusion à la libération. Je ne vais pas citer cette phrase, elle est sexiste. Qu'est-ce qui se passe là? Quelle est votre réaction là-dessus, à la fois sur la plainte de Darmanin, qui, pour vous, était la suite finalement d'un constat que vous avez fait d'une tentative de Gérald Darmanin de chercher des voix? Bon, moi, effectivement, depuis que je suis monté à la tribune de l'Assemblée nationale lundi pour défendre une motion de rejet, je découvre une sanction disciplinaire dont on ne m'avait pas parlé. Je ne savais même pas qu'elle était à l'ordre du jour du bureau de l'Assemblée nationale. Je n'ai pas le sentiment d'avoir eu ces derniers jours ou semaines un comportement différent de celui que j'ai habituellement en hémicycle. Il faut dire qu'il y a il y a pas mal de sanctions ces derniers temps. Voilà, oui, je ne suis pas le seul. Mon collègue Léaumont a lui aussi été sanctionné pour avoir interpellé l'extrême droite sur ce qu'elle est. Bon, visiblement, il y a une forme de censure politique, mais nous donnerons suite à tout ça. La députée écologiste Sandra Régol aussi, pour avoir rappelé des condamnations. Je note effectivement la menace de plainte du ministre de l'Intérieur, alors que moi je propose une commission d'enquête transpartisane pour faire la lumière d'un mot, si vous voulez bien, sur le fond là-dessus, parce que le reste et les sanctions disciplinaires, tout ça, et moi, mon sujet à moi est beaucoup moins grave que les sujets dont nous parlons et les vies des gens dont nous parlons. Mais on en parle à la fin. Sur cette question migratoire. Donc moi, je ne me perdrai pas là-dedans et ça ne fera pas diversion pour le coup avec le travail que je mène avec mes collègues. En revanche, il y a un vrai sujet démocratique qui est posé, c'est que nous avons appris dans la presse, je n'invente rien, dans la presse, et je fais confiance dans une démocratie à ce que dit la presse, que des parlementaires avaient été approchés par le cabinet du ministre de l'Intérieur et qu'il y a une forme de marchandage, une caserne de gendarmerie contre un soutien à un texte immigration. Si c'est avéré, moi j'ai toujours employé le conditionnel, vous savez, je suis le petit-fils d'un professeur de lettres classiques, donc je fais toujours attention à la façon dont je m'exprime, parce qu'après mon grand-père, qui nous regarde d'ailleurs, est susceptible, qui a fait un message très mignon ce matin de soutien, il est susceptible de me reprendre. Donc j'ai employé le conditionnel en disant que si c'était avéré, c'était extrêmement grave, parce que quand même, le Parlement, la séparation des pouvoirs dans une démocratie, c'est extrêmement précieux. Que l'indépendance des parlementaires, il n'y a pas de mandat impératif dans la Ve République. On légifère en son âme et conscience et on prend les décisions qu'on croit utiles au nom de l'intérêt général. Et donc s'il y a... Et dernier point qui est problématique, c'est qu'on ne peut pas faire des questions de sécurité. Une caserne de gendarmerie, c'est important pour un territoire. On ne peut pas faire des questions de service public des variables d'ajustement politique. Enfin, sinon, ça veut dire à nos concitoyens que selon le député que vous élisez et les votes qu'il fait à l'Assemblée nationale, vous êtes favorisé ou privé d'un certain nombre de services publics. Alors, on me dit, ça s'est toujours fait. Peu importe, moi je suis parlementaire que depuis cette législature. Et on m'avait promis en 2017 un nouveau monde. Donc moi je dis attention, et donc je propose une commission d'enquête parlementaire présidée par la majorité présidentielle pour que le ministre de l'Intérieur puisse nous dire ce qu'il savait des agissements de son cabinet, si lui-même les a commandités ou cautionnés, et quelles conclusions collectives, c'est ça qui m'intéresse pour l'avenir, quelles conclusions collectives nous en tirons pour protéger le Parlement de cette forme d'entrave à son libre exercice politique. Et ce sera, si vous acceptez, le mot de la fin. Alors, si je puis me permettre, et au risque peut-être de vous déplaire, moi je suis partisan d'une convention citoyenne sur l'immigration. Tout à fait. Parce que dans la convention citoyenne sur l'immigration, il n'y a pas les claquements de pupitre, les injures, les amendements par milliers, toutes ces choses qui dénaturent le fonctionnement du Parlement. Ça ne veut pas dire qu'il faut dessaisir le Parlement.
Parlement, mais ça veut dire qu'il faut d'abord, dans une convention citoyenne où les gens sont prêts à évoluer en fonction des informations qu'on leur donne, eh bien, peuvent effectivement préparer... Mais c'est une loi sur l'accueil. Mais c'est une loi sur l'accueil. C'est une proposition de Stella Dupont et de loi sur l'accueil. J'ai fait partie des quelques centaines de chercheurs qui ont signé une pétition en ce sens. Je pense que ce serait un moyen d'apporter un petit peu de sérénité et dans le débat sans vouloir dessaisir du tout le Parlement, qui a de toute façon le dernier mot sur le sujet. Voilà, donc vive la Convention citoyenne. Ce ne sera pas facile de déterminer exactement la question à poser à cette Convention, il faut y réfléchir, mais à mon avis, ça vaudra mieux que toutes les CMP possibles. Voilà, et Elisa Martin. Il vaut mieux débattre avec François Héran qu'avec Eric Ciotti pour définir une ligne sur l'immigration. En ce point, je suis d'accord. Moi, j'ai trouvé intéressante en tout cas l'idée de convention citoyenne parce qu'on a besoin d'un débat apaisé et encore une fois fondé par la réalité. Et encore une fois, je suis d'accord. Modulo, évidemment, la question qui est posée. Si la question c'est comment mieux accueillir dans notre pays, la question, comment mieux accueillir. Si la question est comment accueillir dignement dans notre pays, faisons une grande convention citoyenne très rapidement. Parce que ça évite les fake news justement. Voyons construire du compromis. Elisa Martin, vous pensez que les gens seraient prêts? Ah, parfaitement. Bien sûr, des données. Et ils le font déjà. Les Français accueillent déjà. J'étais hier à Tourcoing, la ville du ministre de l'Intérieur, rencontrer des gens qui accueillent tous les jours dans un accueil de jour, qui apprennent le français, etc. La France, elle est déjà fraternelle et généreuse, bien plus que sa classe politique. Eh bien, merci à tous les quatre. Merci Nous sommes ensemble depuis plus d'une heure. J'espère qu'on a pu élargir un peu la discussion. CMP donc sur ce texte lundi, et puis on verra en début de semaine prochaine ce qu'il en sera. À très vite sur Mediapart.